Tape www.d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour chers élèves de première, donc bienvenue sur École au Sénégal, donc qui a décidé de vous accompagner, donc n'est-ce pas, dans vos révisions pour la fin de ce premier semestre, donc qui sera, comme vous le savez, marqué par la période des compositions du premier semestre. Donc les compositions constituent donc une étape importante parce que pouvant valider le travail de contrôle continu que vous avez fait depuis le début de l'année. Donc attention particulière et travail sérieux malgré le contexte national pour pouvoir, n'est-ce pas, donc valider votre premier semestre avec une moyenne donc, qui vous met à l'aise pour attaquer le deuxième semestre avec plus de sérénité. Donc il est important de commencer ces révisions par ce que j'appelle moi la méthodologie. Et j'insiste sur le fait que la méthodologie ne sert qu'à un bon élève. La méthodologie est importante, c'est vrai, mais la méthodologie est un travail complémentaire. Donc une fois que l'élève a fait preuve en classe d'assiduité, une fois que l'élève a à disposition le cours complet effectué par le professeur, une fois que l'élève a, n'est-ce pas, donc la documentation complète, tout élément manquant est évidemment donc facteur de problème de compréhension globale, parce qu'encore une fois, le cours ce n'est pas seulement le travail écrit, donc ce que dit le prof, ce sont les explications orales, ça ne peut pas tenir dans un cahier, vous vous en doutez, c'est l'ensemble de la documentation et même les évaluations. Un bon élève a à disposition les évaluations de son professeur, donc le premier, le deuxième, et même ses copies, qu'il ait la moyenne ou pas, parce qu'encore une fois, revoir ses copies, c'est également faire ce qu'on appelle une correction personnelle. Il y a la correction du professeur qui souvent est assez succincte, mais à vous de prendre le corrigé du professeur, votre copie, pour pouvoir rectifier, n'est-ce pas, les erreurs et savoir que le travail donc de progression pédagogique et méthodologique, c'est un travail de longue haleine et c'est un travail qui demande une organisation, une méthode. Donc, la méthodologie ici, je vous propose donc une démarche qui consiste à voir comment, dans quel contexte vous devez vous mettre pour préparer, n'est-ce pas, à vous préparer à rendre votre copie après 2 heures ou 4 heures d'évaluation en première S ou en première L. Alors, la première étape, une fois que vous recevez votre copie, c'est évidemment sous-entendu que vous avez lu votre cours, que vous êtes prêt à attaquer l'épreuve de composition, vous avez fait les exercices demandés par le professeur. Eh bien, l'étape lecture-compréhension, c'est une étape clé pour plusieurs raisons. Donc, l'élève doit prendre son temps pour faire d'abord une première lecture, une lecture attentive, globale, donc de l'exercice. Ensuite, l'élève doit, après la première lecture globale, donc qui permet un peu de situer le sujet dans le programme, pour savoir est-ce que vous avez affaire à une restitution organisée de connaissances, est-ce que vous avez affaire à une compétence, des compétences méthodologiques, donc, ou est-ce que vous avez juste un document au travail de documentation à faire. Eh bien, il faut passer ensuite à la deuxième lecture qui doit être plus approfondie, où là on lit pour vérifier que les premières idées donc, sont les bonnes, pour comprendre donc le contexte donc, des différents documents. Donc, et évidemment, c'est très important, avoir une idée de ce qui va vous attendre, puisque, encore une fois, la documentation et les questions vont de pair. J'ai remarqué que les élèves donc, lisent en vrac le texte, le document, et attaquent direct et peuvent parfois perdre beaucoup de minutes sur la question, alors que comprendre la question, cela suppose qu'on comprend d'abord le support accompagnant de la question, à savoir un texte, une expérience, un document. Prenez le temps de lire l'épreuve qui vous est proposée. Et la lecture ne s'arrête pas au travail avant rédaction sur votre brouillon. Pendant que vous êtes en train de rédiger, vérifiez votre compréhension. Régulièrement, arrêtez-vous, revenez à votre copie, je veux dire à votre copie de devoir, donc le polycopier qu'on vous a remis pour vous évaluer. Eh bien, relisez à nouveau, vérifiez, discutez avec vous-même pour être sûr que vous avez compris l'étape suivante. Parce que l'étape suivante ne signifie pas que vous n'avez pas compris. Il arrive que l'élève comprenne l'exercice,
mais que l'élève ne réponde pas aux questions posées. C'est ça que j'appelle respect des consignes. Les consignes vous permettent de situer les réponses, d'orienter les réponses, mais surtout de limiter les réponses de façon à n'ajouter aucun élément extérieur ou retrancher aucun élément qui doit figurer dans votre travail écrit. Et le respect des consignes, ça va également dans la façon de répondre. Quand la consigne vous demande de répondre, par exemple en première, on vous demande de comparer la cellule animale et la cellule végétale à l'aide d'un tableau. Théoriquement, si vous ne faites pas de tableau, le correcteur peut mettre 0 sans lire le texte. Donc c'est une consigne. Répondez à l'aide d'un tableau. Mon premier problème, c'est mise en place du tableau et puis contenu du tableau. Répondez à l'aide d'un schéma. Si vous ne faites pas le schéma, théoriquement également. Donc le respect des consignes, ce n'est pas seulement voir les limites de la question et c'est les problèmes, mais surtout, c'est également voir quel type de réponse je dois apporter. Et ça, ce n'est pas mon bon vouloir, c'est le sujet qui décide. Il est important, dans le cas par exemple de respect de ces consignes, de faire un travail au brouillon pour faire ce qu'on appelle donc une correction préalable. Une fois que vous avez répondu, mettez-vous à la place du correcteur. Vous avez l'épreuve, vous avez, comme le correcteur l'aura évidemment, vous avez l'épreuve. Vous avez ensuite le sujet et vous avez ce que vous avez produit vous. Faites un travail de brouillon. S'il vous paraît convaincant, vous y allez, vous passez à l'étape de rédaction. Et si vous pensez également qu'il y a des rectifications à apporter, mais tout ça, c'est vous dire également que le temps c'est important en SVT. Il était, à notre époque en tout cas, notre problème nous c'était d'avoir assez de temps pour rédiger. Je constate qu'aujourd'hui, donc, la précipitation l'emporte un peu sur le travail sérieux, puisque vous ne pouvez pas, pour une évaluation de première, où on vous donne 4 heures de temps, faire donc 1 heure de temps, 1 heure et sortir. Donc, évidemment, cela ne va pas forcément plaire au correcteur, surtout s'il sait que c'est lui qui vous surveille, mais sachez que si vous terminez un travail de 4 heures, vous terminez à 2 heures, 1 heure, donc il y a des problèmes. Évidemment, à votre niveau ou au niveau du sujet, je ne sais pas, mais c'est sûr que ce n'est pas normal pour une épreuve prévue à 4 heures, quand c'est le correcteur quand même, j'ose espérer qu'il vérifie cette faisabilité. Eh bien, le temps qu'on vous donne, si vous l'utilisez mal, eh bien, vous finissez vite. Il y a un temps de lecture attentive, ce n'est pas une course de vitesse, donc posez votre épreuve, prenez le temps de ce qu'on appelle lecture-compréhension. Ce temps, il faut le respecter. Prenez le temps d'être sûr d'avoir compris. Je parle de première ou deuxième lecture, c'est indicateur. Lisez autant de fois qu'il le faudra pour comprendre et avoir une confiance en vous avant de commencer. Pendant la lecture, n'hésitez pas à recommencer, à reprendre une idée parce qu'il peut y avoir, si vous êtes un élève concentré et assidu, vous vous rendrez compte que dans la succession des questions, une question peut vous prouver que vous êtes trompé dans la question antérieure ou bien que vous avez répondu à une question que vous avez mal comprise. Puisque si vous répondez par une notion précise et vous vous rendez compte que la question suivante pose la même notion, il faut reprendre votre travail et savoir que vous avez mal respecté les consignes. Pour la rédaction, elle est l'étape clé. N'oubliez pas que quand le correcteur sera devant votre copie, que ce soit dans une évaluation de classe ou pire encore à l'examen, vous ne serez pas là pour lui donner des indications ou pour lui fournir des explications. Il faut que votre copie soit votre avocat en votre absence. Et pour cela, il faut respecter la clarté de la progression, mettre les numéros des questions, écrire de façon lisible, mettre le numéro de l'exercice déjà, et surtout écrire en faisant quand même un effort d'expression. Donc quand on pose une question avec des termes précis, vous devez également utiliser dans vos réponses donc des termes précis et compréhensibles pour le correcteur. Juste une petite précision, moi quand je corrige, il y a quelque chose qui me montre que l'élève n'est pas vigilant, c'est que dans le sujet, vous voyez par exemple qu'on écrit mitochondrie, vous rédigez mitochondrie et vous faites une faute sur mitochondrie. Ça, c'est un indicateur de manque de vigilance. Si vous n'avez pas été assez vigilant pour faire une faute sur un mot qui figure sur votre épreuve, je devine que vous n'êtes pas également concentré sur les consignes qui sont limitées. Donc, respecter l'évaluation, c'est prendre le temps qu'il faut. Et lorsque vous terminez 15, 20, 30 minutes après, et vous permettez de faire des fautes sur des mots qui sont sur l'épreuve, ça c'est un indicateur de mauvaise gestion du temps et surtout
de manque de sérieux dans le travail. On ne fait pas de faute sur des termes qui figurent sur l'épreuve qui vous est proposée. Alors, donc, la deuxième partie ici, nous allons passer à la rédaction et comment présenter votre travail, votre évaluation, un devoir, une composition. Le correcteur a envie de voir votre démarche. Comment vous travaillez? Comment est-ce que vous êtes ordonné? Est-ce que vous êtes logique dans votre progression? Et cela passe par ce qu'on a vu tout à l'heure, évidemment, le respect des consignes et également la lecture attentive de ces consignes au préalable, évidemment. Après, il y a également des conseils méthodologiques très importants. On vous demande d'analyser une courbe. Il y a un vocabulaire à bannir. On vous dit par exemple comment évolue la température. Certains élèves répondent la température varie. Le verbe varier est un verbe neutre. Donc si vous le mettez dans une évolution, vous n'aurez pas les points. Ou bien la courbe évolue. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a la précision. Là, déjà, courbe n'est pas le bon mot. On vous donne un document qui montre par exemple la quantité d'ADN en fonction des cycles cellulaires, en fonction du temps. Vous dites que oui, on constate que la quantité d'ADN varie. Qu'est-ce que ça signifie? Ce n'est pas précis. Le bon verbe là-bas, ce n'est pas varier. Évitez les verbes neutres. Varier, évoluer, changer, ce sont des verbes neutres. Donc, ils n'indiquent pas la notion donc, de au contraire, c'est des termes qui doivent figurer dans la question. Comment varie tel paramètre? Mais vous ne pouvez pas écrire que, oui, on remarque que le taux d'ADN varie. Non, le taux d'ADN, il n'y a que 3 possibilités. Il augmente, il diminue ou bien il reste constant. Ce sont ces verbes-là qu'il faut utiliser pour un souci de précision. Autre chose, évitez de vous répéter. L'essentiel des erreurs méthodologiques dans la clarté réside dans les premières questions. Certains élèves, dès la première question, racontent tout ce qu'ils savent sur le sujet. Évidemment que vous devez avoir des problèmes logiquement par la suite. La question, si vous prenez le temps de la lire, limite la portée de ce que vous écrivez. Donc respectez cela et vous verrez qu'il y a plus de possibilités donc d'avoir le maximum de points. Évidemment, jamais également dans clarté le fait de séparer les exercices, le fait de faire une courbe annotée. Si, une courbe doit être annotée parce que mettre le repère comme ça, avec une échelle précise que vous pouvez vérifier, le paramètre qui est en abscisse, vous devez mettre ici son unité. Le paramètre qui est en ordonnée, vous devez mettre ici son unité. Ça, c'est un travail qu'on fait avant de commencer. Des erreurs parfois élémentaires, un élève ne peut pas mettre ici 4 et mettre ici 8. Une échelle il y a des règles. Quand je vais mettre ici, 10. Quand vous mettez ici 4, vous ne pouvez mettre ici que 8. Quand vous mettez ici 5, vous n'avez plus le choix. Autrement dit, l'élève en réalité n'a le choix que pour l'unité. Une fois que vous mettez ici 5, vous n'êtes plus libre. Vous ne pouvez pas, parce que la courbe met 5, 20, vous mettez ici 5, 20. Quand vous mettez 5 ici, il y a une signification scientifique. Cela veut dire que cette échelle vaut 5. Donc si je retrouve la même échelle, je mets 5 plus 5, c'est 10 qui doit être là. Donc ça, c'est des petites erreurs que vous commettez. Quand vous tracez une courbe, par exemple de coordonnées ici 10, les élèves ont l'habitude de faire ça, et puis de mettre le point et de continuer. Donc, où est la courbe? Dans ce cas, si vous avez 20 points, donc vous avez ceci, là vous aurez ça. Où est la courbe? Avec tous ces traits. Ça, ça ne doit pas figurer sur le travail fini. Une fois que vous avez terminé, vous devez enlever avec votre gomme, d'où l'important du travail au crayon. C'est ça qui doit rester et c'est ça votre travail final, évidemment, si vous avez un premier point. Donc, j'entends par clarté toutes ces consignes-là. Évidemment, n'hésitez pas à relire. Donc, faites-le d'ailleurs. Relisez votre copie avant de rendre. Je rappelle, pour terminer cette partie de méthodologie, que, je le répète, la méthodologie est un travail complémentaire. C'est-à-dire, vous apprenez votre cours. C'est ça la base en SVT. J'apprends mon cours, je connais mon vocabulaire, je connais le plan, je fais les exercices. Après, je vérifie, je rectifie mes problèmes méthodologiques. Mais on ne peut pas ne pas apprendre son cours et croire que la méthodologie va venir vous aider. Ensuite, toujours dans
lecture. Un élève peut perdre des points donc parce qu'il n'est pas méthodique, c'est vrai, parce qu'on n'est pas son cours. Un élève peut perdre des points parce qu'il ne lit pas bien, donc il oublie des parties, ou il ne lit pas assez suffisamment. Un élève peut perdre des points également. Pourquoi je parle de relecture? Parce qu'il se trompe. Donc c'est humain. Donc, mais ces erreurs-là, n'hésitez pas en relisant de carrément changer de copie et de voir que vous avez commis une erreur majeure et donc il faut reprendre le travail depuis le départ. Donc pour le vif du jeu, il faut constater que le programme de première, la première partie c'est de la cytologie. Et donc normalement, donc, en ce premier semestre, vous êtes en train de terminer peut-être la cytologie. C'est vrai, après il y a un peu de physiologie, pour S comme pour les élèves de première S comme pour les élèves de première L. Et enfin, la dernière partie du programme, juste pour les élèves de première S, c'est, n'est-ce pas, la géologie. Donc pour cette partie, donc, qui, je rappelle, ne respecte pas forcément la progression donc, du professeur en chapitre et en sous-chapitre. Ici, je vous donne donc les grandes lignes, parce que nous sommes en révision. Donc on va commencer par dire les éléments clés donc, de ce qu'on appelle les techniques d'observation de la cellule, la structure de la cellule, donc l'ultrastructure et la biologie cellulaire. Donc pour donner un contenu à ces thèmes, sachez que la cellule, l'une des caractéristiques premières, c'est que la cellule est invisible à l'œil nu. Donc il faut, avant d'entamer le programme, vous dire comment les scientifiques ont fait pour déjà voir la cellule. Donc c'est ça les techniques d'observation, on va en parler de grandes lignes. Structure et ultrastructure, donc les deux termes sont proches, c'est vrai, mais la structure donc, est le résultat donc, de l'utilisation du microscope optique ou microscope photonique, donc qui utilise la lumière, photon. L'ultrastructure est le fruit donc du travail sur le microscope électronique. Comme vous le savez, le microscope électronique, à l'inverse donc du microscope optique, utilise un faisceau d'électrons. Et ce faisceau d'électrons, donc, pour faire simple, pour le microscope électronique, par exemple, à transmission, eh bien, l'image est bombardée d'électrons, donc avec le jeu fluorescent, cela renvoie à la forme des éléments qui sont bombardés d'électrons. Donc voilà ce qu'on appelle le microscope électronique, par exemple, à transmission. Donc sur l'écran, vous voyez évidemment la forme de façon indirecte grâce au faisceau d'électrons donc, qui vont bombarder, entre guillemets, l'élément que vous pouvez observer. À la fin, nous allons voir la biologie cellulaire. La cellule est le plus petit élément vivant. La biologie cellulaire, c'est comment fonctionne la cellule. Et comme nous le voyons, d'abord, on va voir que la cellule est un être vivant. Un être vivant né, nous allons voir la mitose. Vous allez voir un cas dans le programme. Un être vivant se nourrit. Vous allez parler d'osmose et de dialyse. Un être vivant grandit, évidemment, donc avec le cycle cellulaire et ses différents. Un être vivant également se reproduit. C'est toujours donc le problème de la mitose. Maintenant, pour ces techniques d'observation, il faut savoir que le travail à l'œil nu est évidemment le premier, parce que la préparation de l'élément que vous pouvez étudier, il faut d'abord la faire. Donc, la technique d'observation, c'est essentiellement le microscope optique. Microscope optique ou photonique. Ce microscope nous permet d'avoir ce qu'on appelle la notion de cellule, donc mise en évidence par des scientifiques, donc précurseurs, donc comme Leeuwenhoek. Ici, le microscope optique nous permet de voir que la cellule est constituée essentiellement de 3 parties pour la cellule animale, mais également 3 parties pour la cellule végétale. Donc, ces 3 parties, c'est un noyau, un cytoplasme, ça c'est une cellule animale, structure, et ça, une cellule végétale. Amusez-vous à dessiner en première. Le dessin est un outil important dans votre travail d'évaluation. Donc, ici, est ce qu'on appelle donc la membrane plasmique ou cytoplasmique. Donc, pour faire simple, voilà le noyau de la cellule animale.
Voilà le noyau de la cellule végétale. Toujours pour faire simple, voilà le cytoplasme de la cellule animale et celui de la cellule végétale. La membrane plasmique est beaucoup plus nette pour la cellule animale. Pour la cellule végétale, il faut soupçonner évidemment cette présence, sachant qu'ici, il y a un élément complémentaire qu'on ne retrouve pas là, c'est ce qu'on appelle la paroi ectocellulosique, sur laquelle donc on reviendra un peu plus tard. Donc, le microscope optique nous permet d'avoir cette vision, donc ce qui nous amène à nous poser la question suivante: qu'est-ce qu'un microscope optique? Le microscope optique est basé, son principe, c'est basé sur un jeu donc de lentilles qui permettent d'agrandir l'image, pour faire simple, à l'image de ce que fait une loupe. Donc, contrairement à la loupe, là, c'est un jeu de lentilles qui agrandissent l'image, pour faire simple. Donc, ce microscope comprend deux parties. Donc, vous avez dans le microscope optique donc une partie mécanique. La partie mécanique permet entre autres de poser le microscope avec ce qu'on appelle un socle, de tenir le microscope avec une potence. Le socle est également appelé pied, une potence, n'est-ce pas? Vous avez également des vis, petites vis, grandes vis. Vous avez donc un élément qu'on appelle la platine. Donc, tout ça, c'est des supports. Donc, et vous avez la tourelle, porte-objectif, etc. Donc, ça, c'est la partie mécanique. À côté de cette partie mécanique, il y a ce qu'on appelle donc, dans le microscope, une partie optique. C'est évidemment celle-là qui est la partie clé, c'est celle-là qui fait la différence parce que c'est celle-là qui permet, n'est-ce pas, d'observer. Donc vous avez donc ce qu'on appelle l'oculaire. L'oculaire, c'est un jeu de lentilles, donc là où le scientifique met l'œil. Ensuite, vous avez des objectifs. Chacun a un agrandissement précis. Donc essentiellement, c'est l'oculaire et les objectifs qui sont donc basés sur un système de lentilles éclairées grâce à la lumière. Ça peut être une lampe intégrée ou pas. Voilà, donc le microscope, pour résumer, comprend deux parties. Une partie mécanique, socle, potence, vis macrométrique, vis micrométrique, donc platine, tourelle. Donc il y a ici on peut ajouter également donc un condensateur, diaphragme. Donc tout ça, c'est des parties donc du microscope. Maintenant, sur le principe, le microscope est basé sur un jeu donc de lentilles qui permettent d'agrandir l'image, donc de voir grâce à l'observation au niveau de l'oculaire, des cellules. Donc en première, donc je pense que le plus simple c'est d'utiliser l'épiderme interne de bulbe d'oignon, donc facile à observer, mais également, donc j'ai essayé en classe en tout cas de faire observer aux élèves par exemple des cellules sanguines. Donc si on dispose d'un kit de prélèvement, il y a ce qu'on appelle un frottis sanguin, une goutte de franc, vous frottez, vous mettez un petit liquide de montage et vous mettez donc sur la lamelle donc l'objet. Maintenant, une fois qu'on a le microscope, il faut procéder à ce qu'on appelle un montage. Donc le montage, c'est la préparation à observer. Pour faire cela, il faut un liquide de montage. Il faut aussi une lame. Il faut également une lamelle. Et le plus important, l'échantillon à observer. Donc, un échantillon qu'il faut préparer avec une coupe mince et facile donc à introduire entre la lame. Donc, la lame se présente comme ça. Vous mettez par exemple l'élément que vous devez observer.
Donc vous ajoutez le liquide de montage et vous posez sur ce liquide de montage, eh bien, vous posez la lamelle. Donc voilà une préparation. Vous prenez la préparation que vous posez sur la platine, vous fixez avec donc, les valets et vous pouvez faire après le travail. Alors, une fois donc on a vu donc, à quoi ressemblait le microscope, donc il y a beaucoup d'évaluations dans lesquelles vous serez amené à noter le microscope, les différentes parties, potence, objectif, tourelle, porte donc oculaire, pied, socle, condensateur, lumière, etc. lampe. Eh bien, il faut savoir que parfois dans les exercices, vous aurez à calculer des notions. Et il y a deux notions qu'il faut particulièrement distinguer. C'est le grossissement du microscope, qui est rarement évalué, surtout dans le programme sénégalais, et l'agrandissement. L'agrandissement, évidemment, c'est le nombre de fois où l'objet que vous avez devant vous a été agrandi pour que vous puissiez obtenir l'image. Donc, le grossissement du microscope, c'est un peu l'aspect commercial. C'est ce qui permet d'acheter, de savoir donc que votre microscope a telle capacité. Et en termes de calcul, n'est-ce pas, ça... Par rapport à ce grossissement donc, de l'objet, il faut savoir qu'il s'agit donc du grossissement. Là, pour calculer, donc, il s'agit du grossissement de l'oculaire multiplié par le grossissement de l'objectif, n'est-ce pas, de l'objectif, donc l'objectif naturel, et vous remarquerez que le grossissement du microscope ne permet pas de connaître donc l'agrandissement ou la taille de l'objet que vous observez. Donc c'est cette notion qu'il faut utiliser. Ça c'est plus simple, donc c'est la taille réelle de l'élément à observer, n'est-ce pas, sur ce qu'on appelle la taille représentée ou bien la taille observée. Donc sur c'est cette notion donc qu'il faut retenir. Maintenant, il y a des façons, selon les professeurs, il y a des façons donc d'abréger ça, mais sachez que la définition est plus simple, c'est la taille réelle, donc sur la taille observée. Selon les exercices, on va vous remettre la taille réelle et l'agrandissement pour vous demander la taille observée, théoriquement, ou bien vous donnez la taille observée, ou parfois c'est sur votre copie que vous êtes capable de mesurer la taille observée et de deviner la taille réelle. Par logique juste, n'oubliez pas que les tailles réelles de cellules, évidemment, c'est des valeurs très faibles, donc parfois des 10 puissance moins 6, donc des micromètres. Alors, le dernier élément donc, dans cette partie technique d'observation, c'est évidemment le microscope électronique. Donc, rarement, évidemment, vous aurez l'occasion de recevoir parfois des schémas. Souvent, c'est le microscope électronique. Souvent, c'est le microscope optique qui vous sera proposé, mais sachez que le principe, contrairement à ce qu'on vient de dire, le principe du microscope électronique, donc, c'est l'utilisation d'un faisceau d'électrons. Ce faisceau d'électrons donc, est envoyé sur l'image à observer et par réflexion, donc, vous obtenez une image qui permet donc de voir sur l'écran la forme que vous avez observée. C'est ça ce qu'on appelle la transmission, donc l'envoi de faisceau d'électrons. Donc, contrairement au microscope optique, retenez que le microscope électronique, qui a l'avantage d'avoir donc un agrandissement beaucoup plus élevé, de l'ordre de parfois 500 000 ou plus, eh bien, c'est ce microscope qui est utilisé évidemment, notamment pour les observations d'ordre médical. Donc, voilà pour les techniques d'observation et voilà le résultat donc, qui permet de savoir que la cellule est le plus petit élément vivant organisé. Donc, nous allons passer à la structure cellulaire donc, pour progresser. Alors, donc, la structure de la cellule nous est révélée par le microscope optique ou microscope photonique. Donc, cette technique nous permet donc de voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'une cellule donc, de façon globale donc, est constituée de 3 parties. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc de façon simple, voilà. Donc,
Voilà. Donc ici, une cellule animale et là, une cellule végétale. Alors, donc, ces éléments-là, je dis en classe, avec un microscope optique donc moyen, on peut observer donc soit des cellules sanguines, même s'il faut vraiment l'agrandissement maximum, mais pour les cellules végétales, notamment les cellules d'LOD ou bien d'épiderme interne de bulbe d'oignon, ou bien carrément d'épithélium buccal chez l'homme, eh bien, avec l'utilisation d'un bon colorant, on peut avoir donc cette organisation qui est visible. Donc, cette structure nous permet de découvrir que la cellule est le plus petit élément vivant. D'abord, il faut vérifier, il faut dire qu'on n'a pas dit que la cellule est le plus petit élément du corps humain, puisqu'à l'intérieur de la cellule, on va voir qu'il y a des organites. Mais globalement, l'étude des cellules montre que la cellule est formée d'un cytoplasme, c'est ça le cytoplasme, c'est l'élément 1. Ensuite, d'une membrane plasmique qui limite ce cytoplasme. Voilà la membrane plasmique ici. Et évidemment d'un noyau. Donc, au microscope optique, le cytoplasme apparaît comme une gelée, avec donc une masse plus ou moins colloïdale, donc avec des éléments donc, qui semblent transparaître sans qu'on puisse les identifier de façon claire. La membrane plasmique, elle, donc là c'est un liquide, et le cytoplasme est constitué en réalité d'un liquide quasiment transparent qu'on appelle le hyaloplasme, et ce hyaloplasme contient des structures dont le microscope optique évidemment ne permet pas de voir l'organisation détaillée, mais ces structures, sachez qu'on les appelle des organites. La membrane plasmique, elle, comme vous le voyez, apparaît comme un simple trait qui sépare le milieu intracellulaire du milieu extracellulaire. Donc voilà à quoi ressemble la membrane plasmique au microscope, n'est-ce pas, optique. Le noyau apparaît donc comme une masse centrale ou pas. Donc l'essentiel des cellules que vous verrez sont des cellules qui sont nucléées. Mais il faut savoir également que dans les cellules, toutes les cellules n'ont pas ça. Ce sont les cellules qu'on qualifie de cellules eucaryotes. Donc les cellules eucaryotes, c'est les cellules qui possèdent clairement un noyau nettement délimité, une membrane plasmique, n'est-ce pas, qui limite donc un espace intracellulaire constitué donc de hyaloplasme et d'organites qui constituent ce qu'on appelle le cytoplasme. Ça, c'est les cellules eucaryotes, ou cellules évoluées, on va dire. Il y a des cellules beaucoup plus archaïques, moins évoluées. Ces cellules, donc, on les appelle les cellules prokaryotes. Donc, ce sont les cellules d'êtres vivants qu'on peut qualifier d'archaïques. Et ces êtres vivants-là, ou d'inférieurs, et ces êtres vivants-là, donc, n'ont parfois même pas un noyau, comme par exemple les bactéries, un noyau clairement délimité, ou encore les virus qui possèdent en général donc, du matériel génétique comme ça, donc disparate dans un milieu qualifié en tout cas d'intracellulaire. Donc voilà les trois parties, n'est-ce pas, qui permettent de distinguer donc le cytoplasme dans la cellule, la membrane plasmique et le noyau. Donc cette organisation de la cellule nous est révélée par ce qu'on appelle le microscope optique. Donc le microscope. Maintenant, si on veut voir l'organisation détaillée du microscope, de la cellule, il faut passer à la deuxième étape, donc, qui est l'ultrastructure. Donc voilà ce qu'un élève est censé observer au microscope optique. Maintenant, le microscope électronique, lui, nous permet de passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire voir quels sont les détails et du cytoplasme et des organites, et également du noyau et de la membrane, n'est-ce pas, plasmique. J'ajoute au passage que, en plus de ces trois éléments, la cellule végétale, donc qui paraît plus armée, plus protégée, possède un quatrième élément qu'on appelle
parois squelettiques ou encore parois pectocellulosiques. Je rappelle aussi que la cellule est le plus petit élément vivant. Cela veut dire que chez l'homme, nous sommes constitués de cellules. Nos 7 appareils sont tous constitués de cellules. Et ces appareils, il y a des exceptions dans le corps humain. Par exemple, il y a des éléments de notre corps qu'on appelle les phanères. Donc, tout ce qui n'est pas phanère est constitué d'os. Même nos squelettes est constitué de cellules osseuses, ce qui explique d'ailleurs la croissance. Parce que vous voyez que vous faites à un certain âge 1 mètre, après 2 mètres, 1 mètre. Donc voilà les éléments de croissance. Si les cellules sont présentes dans le corps, donc c'est justement pour offrir à cet organisme-là la possibilité, entre autres, de satisfaire, c'est vrai, les besoins métaboliques, mais également la croissance cellulaire qui permet de grandir en poids, en masse, pardon, et en taille. Un autre élément important, donc toujours dans ce que je disais, ces éléments donc, du corps humain, le système nerveux, l'appareil reproducteur, l'appareil circulatoire, l'appareil digestif sont constitués de cellules à l'exception de ces 3 phanères. Les phanères, ce sont les cheveux, les dents et les ongles. Donc chez l'homme, à part les cheveux, les dents et les ongles, tout est constitué, n'est-ce pas, de cellules. Donc nous allons passer à la structure de la cellule avant de terminer avec donc, la biologie cellulaire. Alors, donc après la structure qui nous est révélée par le microscope optique, le microscope électronique, donc, dont j'ai dit tout à l'heure sur le principe qu'il est basé sur l'utilisation d'un faisceau d'électrons, donc notamment ce qu'on appelle le microscope électronique à transmission, justement parce qu'il envoie ce faisceau, qui bombarde donc l'élément observé et la masse donc forme autour de l'objet à observer, l'élément observé agrandi. Donc une forme qui permet de distinguer sur l'écran donc ce qu'on est en train d'observer. Donc c'est un agrandissement beaucoup plus élevé. C'est cet agrandissement élevé là qui montre des organisations détaillées et du noyau et du cytoplasme et de la membrane plasmique. Le cytoplasme, d'abord, on distingue, comme je l'ai dit tout à l'heure, un liquide qu'on appelle hyaloplasme. Le hyaloplasme est un liquide qui essentiellement est constitué d'eau, donc d'eau, d'éléments donc dissous. Et après, il y a les organites. Les organites, donc, sont plus ou moins éparpillés dans le hyaloplasme. Et parmi ces organites, il y a ce qu'on appelle les organites communs et ce qu'on appelle les organites propres. Et tout ça, je dis, c'est dans le cytoplasme. Donc les organites propres. Qu'est-ce qu'un organite commun? Ce sont des organites qu'on trouve aussi bien dans la cellule animale que dans la cellule végétale. Qu'est-ce qu'un organite propre? C'est un organite qu'on trouve soit uniquement dans la cellule animale, exceptionnellement dans l'autre, soit uniquement dans la cellule végétale. Donc les organites communs sont évidemment les plus nombreux si on considère que le noyau n'est pas un organisme puisqu'il n'est pas éparpillé dans ce comme les autres. Il y a ce qu'on appelle les mitochondries. Les mitochondries donc sont éparpillées dans le cytoplasme. L'ensemble des mitochondries forme ce qu'on appelle le chondriosome. Après, il y a ce qu'on appelle le réseau, le réticulum endoplasmique. Le réticulum endoplasmique qui peut être lisse ou granuleux. Ensuite, il y a l'appareil de Golgi qui est formé donc de dictyosome. L'appareil de Golgi. Essentiellement, ce sont ces éléments-là qui sont présents donc et éparpillés. Donc, il y a également des inclusions, on peut parler des vacuoles, même si nous allons le voir, les vacuoles présentent de légères différences et peuvent même ne pas être considérées comme des organites, mais les vacuoles peuvent être classées évidemment dans les organites. Pour les organites propres, donc ça veut dire que animal ou végétal, il y a des mitochondries. Pour aller vite, les mitochondries, donc, c'est des organites ovoïdes avec deux membranes, une membrane externe et une membrane interne. Et ces mitochondries, n'est-ce pas, ont essentiellement un rôle respiratoire. Donc,
elles permettent à la cellule d'avoir de l'énergie. Le réticulum endoplasmique est souvent un lieu de synthèse et d'accumulation. Par exemple, la synthèse des protéines qui est dans votre programme se déroule au niveau du réticulum endoplasmique qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut posséder des grains qu'on appelle des ribosomes. Dans ce cas-là, on l'appelle réticulum endoplasmique granuleux ou ergastoplasme. Sans grain, on parle de réticulum endoplasmique lisse. L'appareil de Golgi est essentiellement un organisme accumulateur et mobilisateur donc, de substances. Donc ça peut notamment synthétiser ce qu'on appelle les polysaccharides et les polyolosides. La vacuole, c'est essentiellement un réservoir d'eau de la cellule, surtout la cellule végétale. Ça, c'est pour les organismes communs, c'est-à-dire les organismes qu'on trouve aussi bien dans la cellule animale que dans la cellule végétale. Les organismes propres, ce sont des organismes qu'on trouve uniquement dans une cellule. Par exemple, si vous prenez les plastes, dont le plus commun est le chloroplaste. Les chloroplastes, par exemple, sont trouvés dans les cellules végétales. Et vous allez vite le comprendre quand je vous dis que les chloroplastes contiennent la chlorophylle, donc sous forme de structures qu'on appelle des granats. Donc, cellules végétales. Cellules animales, il y a ce qu'on appelle le centrosome. Le centrosome, donc, c'est une structure qui est formée de tubules cylindriques. Les deux, donc, est constitué de ces deux centrioles qui sont perpendiculaires et qui constituent ce qu'on appelle le centrosome. Donc, ça, c'est caractéristique des cellules végétales. Ça, c'est caractéristique des cellules animales. Et là aussi, il suffit de s'en reporter au rôle pour que ça soit logique. Les plantes vertes possèdent de la chlorophylle, pas les animaux. Donc, c'est logique qu'on trouve ça, c'est les cellules végétales. Le centrosome, c'est l'appareil cinétique de la cellule. Donc, c'est ce qui permet le déplacement. Donc, les plantes, techniquement, n'ont pas besoin de se déplacer. Donc, là aussi, la nature étant très bien faite, on comprend pourquoi l'absence de ces centrosomes donc, dans les cellules végétales. Donc, voilà comment est organisé le cytoplasme. Après le cytoplasme, il y a ce qu'on appelle le noyau, comme je l'ai dit tout à l'heure. En ultrastructure, on découvre que le noyau qui semblait formé d'une membrane simple est en réalité formé d'une enveloppe. Donc le noyau comprend une enveloppe nucléaire formée à partir du réticulum endoplasmique granuleux. Donc il y a une enveloppe nucléaire. Ensuite, il y a un liquide qu'on appelle le nucléoplasme. Le nucléoplasme. Le nucléoplasme, dans ce nucléoplasme, donc, il y a une masse plus ou moins sombre ou claire, donc, qui est constituée de cette fameuse molécule dont tous les élèves ont sans doute entendu, qu'on appelle l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. C'est ce qu'on appelle la chromatine. Et entre donc dans le nucléoplasme et la chromatine, il y a des masses, des corpuscules, un ou deux corpuscules très brillants qu'on appelle le nucléole. Donc, si vous retenez les 4 parties que je vous ai mis là, vous savez donc de quoi est constitué un noyau. Un noyau est constitué d'un nucléoplasme, du nucléoplasme. Vous voyez, c'est l'équivalent du cytoplasme. Plasme, ce terme renvoie à un liquide. Cytoplasme, liquide de la cellule. Nucléoplasme, liquide du noyau. Plasma tout court, c'est le liquide du sang. Dans le programme, vous avez vu, en terminale, vous parlerez de sarcoplasme. Donc, le liquide, par exemple, du sarcomère, donc, qui est l'unité structurelle et fonctionnelle du muscle. Le dernier élément, c'est évidemment la membrane plasmique. Et là aussi, je vous conseille de ne pas oublier que la membrane plasmique n'est pas un simple trait qui sépare le milieu intérieur intracellulaire du milieu extracellulaire. C'est une masse constituée essentiellement de 2 molécules, des phospholipides et des protéines, donc des protéines intrinsèques, des protéines donc transversales, des protéines externes et quelques protéines internes. Voilà comment donc des scientifiques dont on vous parlera dans le cours, comme par exemple
Nicholson, donc des formes de théorie. Donc vous avez par exemple Nicholson, Singer, qui donc présente donc des théories comme celle de la mosaïque fluide, qui permet en tout cas de voir que en réalité, et c'est logique, la membrane plasmique est un espace plus ou moins fluide qui permet donc les échanges entre la cellule et son milieu extracellulaire. Juste ajouter qu'en dehors de ça, pour la cellule végétale, on a des structures qu'on appelle structures squelettiques, donc ce qu'on appelle l'enveloppe ou bien la paroi pectocellulosique. Cette paroi pectocellulosique est formée de pectine et de cellulose et contient des structures d'échange entre la cellule, encore une fois, et son milieu extérieur, parce que sinon la cellule ne pourrait pas faire d'échange. Et ces trous-là qui permettent à deux cellules végétales contiguës d'échanger, on les appelle des plasmodesmes, à ne pas confondre avec les desmosomes qui sont plutôt au niveau des cellules animales. Donc voilà pour ce point qu'on appelle l'ultrastructure de la cellule animale et végétale. Donc la dernière partie, c'est la partie peut-être que certains élèves, la majorité va faire dans le second semestre, c'est celle avec laquelle nous allons terminer, c'est la biologie cellulaire. Alors donc comme je l'ai dit tout à l'heure, la cellule est un être vivant. Autrement dit, donc si vous prenez donc le règne, qu'il soit animal ou végétal, il y a des unicellulaires, les unicellulaires, si c'est des animaux, on les appelle des protozoaires. Si c'est des végétaux, on les appelle des protophytes. Et ces unicellulaires, à côté de ces unicellulaires, il y a ce qu'on appelle les pluricellulaires. Je pense que ce n'est pas compliqué de savoir que parmi les deux règnes, donc, animal ou végétal, les êtres vivants qui sont formés d'une cellule, ce sont les unicellulaires. Donc, par rapport aux animaux, on peut parler, par exemple, de l'amibe ou bien de la paramécie. Voilà deux unicellulaires. Par rapport aux plantes, on peut parler, n'est-ce pas, de l'algue. Donc, d'abord, je vais prendre le glen, ou plus connu, les bactéries. Il y a également des algues unicellulaires. Il y a l'hydre. Pour les pluricellulaires, même chose. Si c'est un animal, on appelle ça des métazoaires. Donc, un lion est un métazoaire, tout comme une carpe, qui est un poisson. Si c'est des plantes, on parle de métaphytes. Vous voyez, on trouve toujours cette terminaison, phyte, comme dans phytothérapie, etc. Donc ça signifie plante. Ok? Métaphyte, et ces métaphytes, on peut citer le baobab, on peut citer également le cotonnier, Gossypium barbadense et Adansena digitata. Donc voilà l'organisation des règnes des êtres vivants en fonction du nombre de cellules. Maintenant, comme vous allez le voir en biologie cellulaire, la cellule naît. Donc les cellules se divisent. La notion de division cellulaire, que vous verrez essentiellement dans le deuxième chapitre, ce sont les mitoses, la mitose cellulaire avec donc les différentes étapes, prophase, métaphase, anaphase. Mais globalement, la mitose, c'est le moyen de reproduction des cellules, peut-être les eucaryotes. Pour les prokaryotes, la cellule n'a pas besoin d'ADN de ces étapes pour se diviser. Eh bien, il y a ce qu'on appelle donc la sessiparité, donc le dédoublement simplement. Donc une cellule se coupe en deux, comme chez les bactéries. La cellule se coupe en deux et on obtient deux autres cellules. Donc, à part la mitose, il y a évidemment les échanges cellulaires.
Et les échanges cellulaires montrent, entre autres, que la cellule donc, peut absorber de l'eau, c'est une façon de boire. La cellule peut absorber des substances, c'est une façon également de manger. La cellule peut éliminer également de l'eau, la cellule peut éliminer des substances. Donc ces différents échanges d'eau constituent la notion d'osmose. Les différents échanges de substances constituent la notion de dialyse, transport actif ou bien transport passif. Le dernier élément, c'est savoir également les mouvements ou déplacements cellulaires, donc les mouvements cellulaires. Là aussi, vous allez voir des mouvements internes qu'on appelle cyclose, mais également des mouvements externes, donc des mouvements extérieurs, donc qui permettent à la cellule de se déplacer, soit avec des cils, soit avec des flagelles. Mais globalement, ça c'est surtout au deuxième semestre qu'il faudra l'attendre. Et savoir donc que globalement, une cellule est un être vivant. Pourquoi? Parce que la cellule naît, la cellule se nourrit, la cellule grandit, la cellule se reproduit, la cellule finit par mourir. On peut même préciser en parenthèse que la cellule respire. Donc, ces caractéristiques sont assurées par les cellules et permettent de savoir donc que la cellule est un être vivant à part entière. Vous suivez d'école au Sénégal.